Comme je vais courir dans ma présentation pendant 15 minutes, je vous signale juste que cette communication se base sur un travail qui va apparaître aussi dans un article de Comicalité avec un numéro spécial sur la bande dessinée et l'éco-politique, donc en 2025, je pense d'ici l'été. Je vais travailler sur, enfin, je vais vous parler d'un type spécifique de BD, c'est la BD reportage. Euh, je vais revenir sur c'est quoi cette BD reportage pendant ma présentation. Mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de signaler qu'il s'agit d'une BD dans le cas de la Palestine qui propose un discours critique sur le colonialisme au peuplement, settler colonialism. Et pour développer mon discours, je vais parler de deux albums, Torture blanche de Philippe Scarzoni et de Faire le mur de Maximilien Leroy. Scarzoni est né en 1970, l'ouvrage est paru en 2004, c'est le fruit de sa 41e mission en 2002 en Cisjordanie, dans le cadre de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, ATTAC. Donc, c'est une association engagée altermondialiste qui combat le capitalisme et s'engage pour la justice sociale et environnementale. Donc, Scarzoni est un militant dans cette association. L'écologie fait partie de son cadre de pensée parce qu'il a publié aussi d'autres ouvrages importants sur le réchauffement climatique. Ça s'appelle Saison brune. Plus tard, bien sûr, mais il a aussi publié ses ouvrages sur ses missions auprès des zapatistes au Mexique en 2002. Garduno et l'autre qui s'appelle, euh, j'ai oublié, désolé le nom, mais c'est sur les zapatistas. Et donc, dans cet ouvrage, on trouve un compte-rendu de discours des militants qui accompagnent Scarzoni, en plus de lui. Euh, mais il y a aussi une bonne narration de la vie des Palestiniens sous ce qu'il appelle l'occupation, donc en Cisjordanie où il y a des colonies, mais aussi dans les camps de réfugiés. Il y a aussi une analyse, un peu de commentaires politico-historiques de la colonisation israélienne. Euh, le roi est un cas un peu différent. Il ne s'identifie pas comme un militant, il est plutôt un auteur engagé. Euh, Son intérêt pour les questions écologiques est un peu moins prononcé que Scarzoni, mais quand même, il a publié en 2012 une biographie de Thoreau, Thoreau, La vie sublime, où il y a une question justement sur l'intérêt de la vie de Thoreau pour le combat anticapitaliste à l'époque actuelle. Donc l'ouvrage est paru en 2010 suite à un atelier de dessin dans le camp de Haïda à Bethléem que le roi a animé avec des participants palestiniens. Et donc cet ouvrage fait partie d'une sorte de trilogie à côté de Gaza, un ouvrage qu'il a publié en 2009 pendant la guerre israélienne contre Gaza, et Les chemins de traverse en 2010. Cet ouvrage donc se situe dans un sous-genre biographique où le roi narre la vie de Mahmoud dans les structures coloniales, avec une analyse aussi politico-historique de la colonisation israélienne. Donc, je voudrais questionner l'apport de ces bandes dessinées à l'éco-critique décoloniale. Pourquoi l'éco-critique décoloniale? Parce que depuis les travaux d'Edward Said, mais aussi l'émergence de la notion de colonialité depuis l'Amérique latine sur le savoir recentré, il y a aussi une part sur comment on peut concevoir le discours sur l'environnement et sur l'écologie plus largement. Est-ce qu'il fait partie d'un discours de domination? C'est dans ce cadre que il y a deux
théoriciens, entre autres, qui ont surtout soulevé la question de l'épistémé universalisant concernant l'écologie et l'omission, en fait. Comment ça opère, cet épistémé recentré par l'omission des voix des ex et des colonisés sur l'écologie. Je me réfère à Catherine Youssef, qui, je cite, dit être inclus dans le nous de l'Anthropocène, c'est être réduit au silence par une prétention à l'universalisme qui ne tient pas compte de ses subjugations. Et Malcolm Ferdinand, dans une écologie décoloniale, qui mentionne l'absence flagrante des Noirs et des personnes racisées dans les espaces de production des discours environnementalistes, etc. Donc, moi, je questionne ces deux albums pour leur en fait, position dans ce cadre conceptuel du savoir occidental sur d'autres côtés du monde. Qu'en est-il de l'influence déterminante d'écrivains individuels sur le corpus des textes, par ailleurs collectifs anonymes, constituant une formation discursive telle que l'orientalisme Edward Said? Ce détail-là sur la place de l'auteur individuel dans une formation discursive en termes focaldiens. C'est cette place qui est intéressante et cette position. Et donc, je pose la question, quel savoir écopolitique peut fournir les auteurs européens engagés et militants sur l'expérience palestinienne d'un colonialisme de peuplement? Les deux ouvrages se situent dans un contexte qu'on appelle la Nakba continue. C'est un terme qui a été forgé pendant les années 2000, euh, surtout par des auteurs arabes et palestiniens comme Elias Khouri et Joseph Massad. Et ce terme a été forgé parce que il y a un développement du projet colonial sioniste à partir de la deuxième intifada en 2000. La réponse d'Israël s'est traduite par des stratégies qui visent à faire de la vie des Palestiniens un enfer jusqu'à ce qu'ils partent. Donc, au-delà d'implanter les checkpoints et d'autres mécanismes de contrôle, il y a aussi le lancement de la construction du mur illégal d'annexation qui dévore les terres palestiniennes, perturbe la continuité géographique et sociale de la Palestine. Donc, on a parlé en termes d'apartheid environnemental par les ONG surtout. Donc, Israël a coupé des milliers d'arbres pour construire des colonies, euh, une érosion accrue des sols, les superficies des terres palestiniennes agricoles qui sont détruites, etc. Donc, je situe ces pratiques, comme aussi d'autres théoriciens, comme il y a un livre récent d'Andreas Malm sur la Palestine et l'Anthropocène il vient de sortir en fait, il va bientôt sortir en français. Et ces pratiques font partie de l'Anthropocène comme je le définis selon les termes de Gomez-Baris. Donc, cet Anthropocène colonial décrit le changement climatique planétaire et la destruction de l'environnement en tant que structure spatiale et temporelle dont les conséquences s'accélèrent en s'étendant sur plus de 5 siècles de domination coloniale. Dans ce contexte-là, le contexte de la création des albums, il me semble qu'ils répondent, ces deux albums, à l'enjeu de la visualité, la capacité politique exprimée dans un vocabulaire visuel, tel que cet enjeu est formulé par Nicolas Mirzoff à propos du critique anglais Jean Berger dans un article de 2023. Pendant sa visite, Jean Berger, en 2003, il a compris que l'occupation avait pour but de détruire le sens de la continuité temporelle et spatiale de la population indigène. Il n'y avait aucun moyen de voir. Donc, la question de l'Anthropocène colonial dans ce contexte aussi indique des enjeux d'invisibilité, en fait. On a parlé ce matin de Rob Nixon, Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Il y a cette échelle large de l'Anthropocène colonial, mais qui se traduit dans un impact sur les colonisés. Et cet impact, c'est de ça que Rob Nixon fait une réflexion en inventant la catégorie du pauvre, qui est très large. Mais ce qui est intéressant dans
sa réflexion, Annexon, c'est la question de la représentation, en fait, de cette violence lente. Il dit que la violence est habituellement conçue comme un événement, une action immédiate dans le temps, explosive et spectaculaire dans l'espace et comme éclatant dans une visibilité. Nous devons nous engager dans un autre type de violence qui n'est ni spectaculaire ni instantanée, mais plutôt accumulative et croissante, dont les répercussions se répercutent sur toute une série d'espaces temporels. Donc, les défis représentationnels, narratifs et stratégiques suscitent cet intérêt de examiner l'invisibilité relative de la violence lente. Dans les deux albums, il y a cette réflexion de Scarzoni et de Leroy en termes de slow violence. Déjà dans le titre, Torture blanche, il y a un jeu de mots, je pense que c'est à dessein, et il y a la torture faite par la blanchité coloniale, mais directement, le terme a des connotations juridiques et psychologiques. Donc, c'est une torture propre, clean, qui ne laisse pas de traces visibles et qui atteint profondément l'être dans sa globalité. Et cette conception, on peut le voir par exemple de la torture blanche pour traduire l'impact de l'anthropocène colonial sur l'humain colonisé. Euh, dans certaines séquences, par exemple celle-ci, où Scarzoni a dire que dans attentat-suicide, il y a suicide, donc le suicide de l'humain, mais il associe cette case au mur qui dévore les terres. Donc il y a cette association entre l'humain et les structures coloniales. Faire le mur, il reprend aussi la notion de torture blanche dans cette conception du suicide humain, qu'est-ce que c'est? Mais il ajoute aussi l'autre question du supplice chinois, c'est la pratique qui consiste à extraire les organes de la victime avant de lui couper la tête, comme ça. Et ici, dans ces deux cases, on voit qu'il décrit le quotidien de Mahmoud comme le supplice chinois, les jours sont des gouttes qui tombent au même endroit. Donc, il me semble que ces deux ouvrages présentent une réflexion intéressante en termes de l'Everyday Anthropocene, comme dit Stéphanie Leménager. Donc, le temps vécu de l'Anthropocène, ce que signifie de vivre au jour le jour, hein, le changement climatique et les blessures économiques et sociologiques qui le sous-tendent. Et dans ce cadre-là, les imaginaires environnementaux des deux auteurs euh, se distinguent d'autres BD, d'autres comics et romans graphiques occidentaux et palestiniens dans la mise en scène de cette violence quotidienne invisible qu'exerce l'Anthropocène colonial sur le vécu des Palestiniens. Donc, on voit en comparant avec d'autres albums, comme je disais, une faible rhétorique sur l'environnement. Par exemple, je pense à Palestine de Joe Sacco, donc l'œuvre vraiment fondateur de la BD reportage sur la Palestine où vous voyez, il y a un discours très prononcé, très direct sur les pratiques coloniales de couper les arbres des Palestiniens, où il y a le témoin palestinien qui est interviewé et qui est dans Sacco rapporte le discours. Pareil, dans l'intruse, Rouhani, qui est une auteure militante aussi, présente par exemple le discours d'un Palestinien sur la description de ces terres euh, etc. Dans Torture blanche, par exemple, vous voyez, c'est ce style-là. Il y a vraiment que des traits qui ne permettent pas de visualiser des scènes de destruction de l'environnement. Pareil ici, comme voilà, pour dessiner les arbres. Dans faire le mur, il y a un style plus élaboré, mais quand même qui ne permet pas enfin, qui permet pas d'avoir le même discours du témoin comme comme c'est le cas chez Sacco ou Rouhani sur la destruction de l'environnement. Quand il y a un discours, c'est à partir des souvenirs, hein. Donc, je vais peut-être passer pour
vers la conclusion, malheureusement. Euh, Donc, la BD reportage de ces auteurs français engagés ou militants permet de repenser peut-être les cadres de l'éco-critique décoloniale en matière de la politique d'identité. En fait, comment on peut penser ce mode de production qui est basé sur rapporter des expériences et le discours BDA sur l'écologie colonisée porte sur des niveaux directs, discours des témoins palestiniens sur les pratiques écocidaires, mais surtout dans le cas de Scarzoni et Leroy sur des niveaux invisibles, les scènes qui existent dans la tension entre la torture psychologique au quotidien et les pratiques de l'anthropocène colonial. Et pour penser cette invisibilité de l'anthropocène quotidien, les techniques d'ordre spatial et séquentiel d'ABD ont le potentiel de produire un discours politique sur les effets futurs des pratiques écocidaires du colonialisme du peuplement. Je vous remercie.